Monsieur le Président, Excellences, je remercie la présidence algérienne d'avoir convié cette séance. Le Moyen-Orient connaît une période de transformation profonde, placée sous le signe de l'incertitude, mais également des possibilités qui s'ouvrent. Il est très clair que la région est en train d'être remodelée, mais nous ne savons pas ce qu'il va en émerger. Nous avons la responsabilité d'aider à faire en sorte que les peuples du Moyen-Orient sortent de cette période de turbulence avec paix, dignité et un horizon d'espoir ancré dans l'action. Monsieur le Président, je rentre tout juste du Liban, où j'ai pu rencontrer les autorités libanaises et la famille des Nations Unies, y compris nos casques bleus. Un nouveau jour se lève au Liban, avec un gouvernement qui devrait bientôt être en place, un gouvernement où tous les Libanais se sentiraient représentés, un État qui saurait garantir la sécurité de tous ses citoyens. Les Nations Unies, y compris le bureau du coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban et la force intérimaire des Nations Unies au Liban, s'engagent à soutenir pleinement le peuple libanais dans son cheminement. Malgré des pressions immenses et les risques très importants qui existent, nos forces de paix ont tenu bon et ont œuvré pour la paix, pour aider à parvenir à une cessation des hostilités. Ici, depuis ce Conseil, je voudrais remercier encore une fois et faire part de toute mon admiration aux femmes et aux hommes de la FINUL. Je voudrais également remercier très sincèrement les pays fournisseurs de contingents. Au cours de ma visite dans le sud du Liban, j'ai pu voir directement les effets dramatiques dans le domaine humain et la destruction causée par le conflit. Les Israéliens ont fait partie des victimes, eux aussi. Ils ont subi des pertes et des déplacements. J'espère très sincèrement que chacun, toutes les parties, les représentants de toutes les parties pourront revenir dans les zones où ils vivaient et reprendre leur vie ordinaire. J'espère que les souffrances vont cesser. Monsieur le Président, je peux vous dire que la cessation des hostilités est fragile, mais elle tient bon. Les troupes de la FINUL déploient des efforts vitaux pour soutenir ce processus. Elles travaillent en étroite collaboration avec les forces armées libanaises. Il est vital que la présence israélienne dans le sud se termine, comme l'indique l'accord, et que les forces armées libanaises soient présentes sur tout le territoire du Liban. À cet égard, depuis le 27 novembre, la FINUL a mené plus de 730 missions en coopération avec les forces armées libanaises, facilitant leur redéploiement à plus de 50 positions. La FINUL a également facilité 39 missions humanitaires en coordination avec les forces armées libanaises, la Croix-Rouge libanaise, différentes entités des Nations Unies et différentes ONG. Nos soldats de la paix ont besoin de capacités renforcées, y compris pour permettre le déminage ou pour gérer le problème des engins explosifs non explosés. Ils doivent également adapter la conduite des opérations à leur mandat. La résolution 1701 est très claire. La zone entre la ligne bleue et les litanies doit être exempte de personnel armé, d'équipements militaires et d'armes, autres que ceux de la FINUL et du gouvernement du Liban. Les parties doivent appliquer pleinement la résolution 1701, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, mettre fin aux violences une bonne fois pour toutes. L'ONU continuera à soutenir tous les efforts visant à faire en sorte que la cessation des hostilités devienne une véritable paix. Monsieur le Président, à Gaza, enfin, le cessez-le-feu et l'accord sur la libération des otages nous offre une lueur d'espoir. Je remercie l'Égypte, le Qatar et les États-Unis des efforts inlassables qu'ils ont déployés pour parvenir à cet accord. Hier, les 3 premières otages des femmes ont été libérées dans le cadre de la première phase. 90 prisonniers palestiniens ont également été libérés par Israël. Il nous reste énormément de défis à relever. Mais nous devons profiter pleinement du soulagement si longtemps attendu qu'apporte ce moment, qu'apportent ces événements aux Palestiniens à Gaza et aux otages qui retrouvent leurs êtres chers. Nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour permettre d'étendre rapidement l'afflux d'aide humanitaire. Plus de 630 camions chargés d'aide humanitaire sont entrés à Gaza hier. Au moins 300 d'entre eux se sont dirigés vers le nord. Monsieur le Président,
Je veux le redire. Rien ne justifie les attaques terroristes abominables du 7 octobre lancées par le Hamas. Et rien ne justifie les niveaux dramatiques de morts et de destruction infligés au peuple palestinien à Gaza. Nous n'avons cessé d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Nous avons appelé à agir immédiatement pour protéger les civils et faire en sorte qu'une aide vitale puisse arriver, pour parvenir à tous ceux qui en ont besoin. À présent, les parties doivent tenir leurs engagements et appliquer pleinement l'accord. J'exhorte les parties à faire en sorte que cet accord aboutisse à la libération de tous les otages et un cessez-le-feu permanent à Gaza. De notre côté, celui des Nations Unies, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir ces efforts, en particulier pour proposer davantage d'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza. Et nous sommes conscients des obstacles significatifs, des défis et des contraintes qui subsistent à cet égard. Plus particulièrement, le cessez-le-feu doit se traduire par au moins 4 mesures simultanées sur le terrain. Premièrement, les entités des Nations Unies, y compris la colonne vertébrale de notre réponse humanitaire, l'UNRWA, doivent pouvoir s'acquitter de leurs fonctions sans obstacle. L'ONU doit bénéficier d'un accès rapide, sûr et sans entrave par tous les canaux et passages existants pour apporter alimentation, eau, médicaments, carburant, abris et différents matériaux de reconstruction pour rebâtir les infrastructures de Gaza, y compris dans le nord. Les autres organisations humanitaires, y compris les ONG locales et internationales et le secteur privé, doivent également bénéficier d'un accès sans entrave et sûr. Visa, permis, autres conditions propices doivent être mis en place rapidement pour permettre une augmentation extrêmement rapide d'une aide qui est si grandement nécessaire. Deuxièmement, accroître l'afflux d'aide humanitaire et de services essentiels, cela nécessite et exige des conditions sûres et un environnement propice. Nous avons besoin des équipements techniques, de protection et de communication nécessaires pour faire notre travail. Nous permettre de faire notre travail, toutes les parties doivent se coordonner avec le système des Nations Unies en temps voulu, efficacement. Cela inclut également de restaurer l'ordre public et la sécurité pour éviter un pillage du matériel humanitaire. Troisièmement, les populations doivent pouvoir accéder à une aide vitale. Cela inclut des évacuations médicales pour ceux qui en ont besoin. Et j'exhorte les États membres à admettre et à faire venir ces patients. Des fournitures commerciales en volume suffisant doivent également pouvoir arriver à Gaza pour répondre aux besoins immenses de la population. Quatrièmement, et c'est essentiel, les civils doivent être protégés. Et ceux qui veulent rentrer dans leur communauté doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Les engins explosifs doivent être retirés. La récupération de restes humains doit se faire dans le respect et la dignité. J'exhorte le Conseil de sécurité et tous les États membres à soutenir tous ces efforts pour mettre en œuvre ce cessez-le-feu, pour parvenir à une cessation permanente des hostilités, faire en sorte que les comptes soient rendus lorsque nécessaire et pour créer les conditions favorables à la reconstruction et au relèvement. Les médias internationaux doivent également pouvoir accéder à Gaza pour dire cette histoire cruciale, pour raconter ce qui se passe sur le terrain. Monsieur le Président, nous devons profiter de l'occasion que nous offre ce cessez-le-feu pour déployer davantage d'efforts et régler les problèmes de gouvernance et de cadre sécuritaire à Gaza. L'autorité palestinienne a dit qu'elle se tenait prête à s'acquitter de son rôle et de ses responsabilités à Gaza. J'exhorte à soutenir collectivement la création d'arrangements de gouvernance et de sécurité qui permettront à Gaza d'être réunifié d'un point de vue politique, économique, social et administratif avec la Cisjordanie. Hélas, la situation en Cisjordanie continue à s'aggraver, avec des affrontements, des frappes aériennes et des colonies illégales qui s'étendent, ainsi que des démolitions qui continuent à avoir lieu. Je suis profondément préoccupé par la menace existentielle pour l'intégrité et la continuité du territoire palestinien occupé de Gaza et de la Cisjordanie. Les changements administratifs israéliens au cours des 2 dernières années ont favorisé le processus de colonisation et l'ont accéléré. Suite à cela, la vie quotidienne dans la zone C de la Cisjordanie est largement contrôlée par les autorités civiles israéliennes. Des représentants haut placés d'Israël prennent publiquement la parole pour évoquer une annexion de tout ou partie de la Cisjordanie dans les mois à venir.
toute annexion de ce type constituerait une violation particulièrement grave du droit international. Il est clair que pour davantage de stabilité au Moyen-Orient, il faut agir de manière irréversible pour progresser vers une solution des deux États, où Israël et la Palestine vivraient côte à côte, dans la paix et la sécurité, conformément au droit international, aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux accords préexistants avec Jérusalem pour capitale des deux États. Les Nations unies continueront à soutenir tous les efforts possibles pour faire progresser paix, stabilité et pour offrir un avenir sous le signe de l'espoir aux Palestiniens et aux Israéliens, ainsi qu'à toute la région. Excellences. Enfin, en ce qui concerne la région au sens plus large, permettez-moi de dire quelques mots au sujet de la Syrie. Pendant des siècles, la Syrie fut un carrefour des civilisations. Maintenant, elle est un carrefour à la croisée des chemins dans le cadre de sa propre histoire. Après des années marquées par un régime brutal, des années de bain de sang, nous entrevoyons la possibilité de nouvelles promesses pour le peuple de Syrie. Nous ne pouvons pas laisser les flammes de l'espoir se transformer en un brasier de chaos. Les Nations unies s'attachent à travailler avec les Syriens et la communauté internationale pour un processus par et pour les Syriens, qui offre une transition politique crédible et inclusive, conformément aux principes clés de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Je me félicite des mesures prises par les États membres qui ont fait montre de leur solidarité avec les Syriens. Mais un travail bien plus significatif pour travailler à la question des sanctions, des inscriptions sur les listes de sanctions sera inévitablement nécessaire, vu les besoins économiques urgents du pays, notamment. Progresser dans le cadre d'une transition politique inclusive est le meilleur moyen de faire en sorte que la Syrie puisse bénéficier de davantage de soutien. La Syrie va se lancer sur une nouvelle voie et elle a besoin de soutien pour rebâtir institutions et systèmes politiques. Nous soutiendrons un processus inclusif où les droits de tous seraient respectés, qui ouvre la voie à une Syrie unie et souveraine avec une intégrité territoriale pleinement rétablie. Monsieur le Président, au Liban, en Israël, dans les territoires palestiniens occupés, en Syrie et au-delà. Continuons à travailler à la paix et à la sécurité. Tandis que la région traverse des transformations profondes, nous devons déployer tous les efforts possibles pour l'aider à modeler un avenir sous le signe de la justice, de la dignité, des droits humains et de la paix pour tous les peuples du Moyen-Orient. Je vous remercie.